Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo et lors de chaque épisode, nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive et nous dévoilerons leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer, en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, j'accueille Susana Nunes, cofondatrice de We Do Good, une plateforme de financement participatif en royalties dédiée aux projets à impact positif. Je me suis rendu compte que quand on parle de développement durable, on parle de déchets, on parle d'énergie, on parle de mobilité, mais on ne parle pas de la finance, alors que la finance, aujourd'hui, c'est un des secteurs qui pollue le plus. Notre argent sur notre compte épargne, il est en train d'avoir un impact tout négatif que si on prenait la voiture tous les jours. Dans cette seconde partie, nous avons pu discuter des enjeux de la finance à impact et de l'importance de bien choisir ses produits d'épargne, tout comme ses conseils pour se lancer grâce à différents outils. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Sur le produit en tant que tel, enfin le service plutôt que vous proposez, du coup l'objectif c'est d'aller sur du royalties. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des autres types de modèles qui existent sur le marché, si tu as notion de ces types de modèles, pour qu'on ait un peu une vision globale du secteur? Alors, il y a les modèles classiques et ceux qu'on appelle la finance alternative. Donc, dans les modèles classiques, on va avoir les banques, les subventions de BPI, les prêts d'honneur, les business angels, les fonds d'investissement. Donc, ça c'est toute une diversité d'outils de financement qui finance quand même pas mal d'entreprises aujourd'hui, mais dont la majorité reste assez inaccessible au tout début. En fait, au tout début, si on va voir la banque, on va déjà nous demander des preuves. Si on va voir le pays, pareil. C'est pour ça que nous, on s'est vraiment positionné sur l'amorçage, c'est parce qu'il y a un trou de financement qui est assez important sur le démarrage. Et c'est assez intéressant parce que du coup, on permet aux porteurs de projets qu'on accompagne d'aller ensuite voir la banque, BPI, Réseau Entreprendre, etc., pour être financés de nouveau. C'est beaucoup plus facile pour eux d'être financés par les acteurs classiques après qu'ils soient passés par nous. Et après, on va avoir tous les acteurs qu'on appelle aujourd'hui de la finance alternative, dont le financement participatif. Et aujourd'hui, dans le financement participatif, en fait, on va retrouver les mêmes modèles de la finance classique, mais sur des plateformes en ligne. Donc, on va retrouver le prêt, on va retrouver l'investissement en capital. On va, par contre, retrouver quelque chose qui n'existait pas trop avant, c'est la prévente. Donc, dans des plateformes comme Odoo, KissKissBankBank, qui permettent, qui sont très intéressantes pour les projets plutôt grand public qui font des produits. Et là, pareil, c'est très intéressant à voir. Aujourd'hui, on se rend compte que ces acteurs-là, même entre eux, ils sont complémentaires. Nous, par exemple, s'il y a un projet plutôt grand public avec des produits qui nous contactent et qui est au tout début, on va lui dire, ce serait mieux que vous passiez d'abord par une plateforme de pré-vente pour aller valider votre marché, trouver vos premiers clients, financer vos premiers produits, et ensuite venir vers nous, parce que avec une preuve, déjà une campagne réussie, ce sera encore plus facile de convaincre de potentiels investisseurs, notamment des investisseurs un peu plus qualifiés. Et on a d'autres projets qui passent par nous, et qui ensuite, 1 an, 2 ans plus tard, ils vont voir des plateformes comme WeSeed ou Lita qui font du capital, et qui vont faire des levées de fonds beaucoup plus importantes, là plutôt entre 500 000 euros et 2 millions, pour financer une nouvelle étape de la vie de l'entreprise, qui est plutôt la phase d'accélération. Nous, on va financer l'amorçage et les plateformes de capital vont financer de l'accélération, quand on a déjà validé notre marché et qu'on a juste besoin d'appuyer sur l'accélérateur. Voire plus tard, parce que là encore, les critères sont encore plus stricts, aller voir des plateformes de prêt pour financer encore d'autres choses. Et là, il faut avoir déjà 3 ans de bilan positif,
souvent plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, voire 1 million. Donc, il faut avoir déjà bien développé son entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout un panel de possibilités de financement, à la fois parmi le financement classique et le financement alternatif, qui est assez important. Ok. C'est ce que tu disais de toute façon tout à l'heure quand tu parlais des différents critères de sélection des différentes entreprises. Tu parlais notamment de la partie budgétaire et notamment de l'analyse des différents bilans, etc. C'est justement ça en fait que vous analysez, voir si le moment où l'entreprise vient vous voir ou la startup vient vous voir, c'est le bon moment pour elle. Oui. C'est ça que vous faites. On va analyser ça. On va analyser que si elle s'engage sur son chiffre d'affaires, ça ne la met pas en danger, parce que ça veut dire qu'on vient quand même lui enlever un petit peu d'argent qu'elle gagne tous les mois, tous les trimestres. Donc en fait, on va rentrer tous ces paramètres-là. On va vérifier que c'est bon et que si l'entreprise tient son prévisionnel, que d'ici 5 ans, elle sera toujours là et en bonne santé. Après, quand on parle d'acteurs comme les acteurs de financement en capital ou de prêt, eux, ils vont avoir des critères encore plus stricts sur toute cette partie financière. Comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître sur ces sujets-là qui sont un peu plus que ça soit du côté bien entendu startup et du côté investisseur. C'est un sujet qui est quand même l'investissement à impact, d'autant plus dans le royalties, qui est peu connu. Enfin, en tout cas, moi que je connaissais peu avant. Comment est-ce que vous faites justement pour aller démocratiser ça de manière très concrète, que ça soit côté entreprise et côté investisseur? Jusqu'ici, on s'est concentré surtout sur se faire connaître auprès des porteurs de projets et encore plus spécifiquement auprès des structures qui les accompagnent. Par exemple, les incubateurs, les experts comptables, les chargés d'études en banque, parce qu'en fait, c'est eux qui vont pouvoir nous prescrire au bon moment. S'ils peuvent pas financer, ils peuvent toujours les envoyer vers nous. Et voilà, c'est notre principale action. Après, on est quand même un acteur du numérique, donc le référencement web, ça nous apporte aussi pas mal de dossiers. Vis-à-vis des investisseurs, on n'est jamais, si on a commencé récemment, mais c'est sur un autre sujet. Et en fait, on n'était pas dans une logique d'aller les chercher directement avec une communication massive. Déjà parce qu'on n'a pas forcément les moyens. On reste un acteur de financement indépendant. On n'a jamais fait de très grosses levées de fonds. Et donc, nous, notre stratégie était de passer par le porteur de projet, son réseau, pour le mobiliser et ensuite élargir la communication au fur et à mesure que la levée de fonds se développait. Et du coup, c'est plus par le canal du porteur de projet qui va, lui, communiquer, communiquer pour mobiliser son réseau et mobiliser d'autres investisseurs qu'on passe. C'est plutôt ça. Et on le fait de cette manière-là aussi parce que en fait, quelqu'un qui vient investir dans un projet, souvent c'est pas l'idée ou c'est pas le produit qui va parler, c'est les gens qui portent le projet, comment le projet est porté, est-ce que c'est des gens motivés, engagés, est-ce que l'équipe donne envie. Et en fait, le fait de mettre les gens en avant, ça change tout. C'est ça qui permet de transformer le tout en termes d'investissement. Je vais revenir un peu sur toi et sur ton parcours et sur We Do Good de manière globale, mais plus sur la partie entrepreneuriale. Oui. Est-ce que tu penses que c'est, vous de votre côté, vous êtes lancé, on va dire en groupe, plusieurs personnes complémentaires, j'imagine, par rapport à leur qualité de chacun. Est-ce que tu penses que c'est indispensable de se lancer en groupe? Comment est-ce que toi tu vois ça? C'est une bonne question. Pour moi, c'était indispensable parce que moi, je m'étais jamais projetée en tant qu'entrepreneur. Je disais tout à l'heure que mes parents étaient des entrepreneurs. Du coup, moi, comme beaucoup d'enfants, je me construisais par rapport en opposition. Je voulais avoir un travail normal, salarié, avec des vacances, des horaires, voilà. Et du coup, pour moi, c'était indispensable d'avoir une équipe pour entreprendre. Après, il faut en être conscient. Une mauvaise association entre personnes, c'est un des principaux échecs des entreprises aujourd'hui.
Donc, quand on entreprend et qu'on choisit ses associés, on est en train de prendre un risque énorme. Et parfois, il vaut mieux le faire tout seul, jusqu'à trouver la bonne personne, parce qu'il faut vraiment que ça matche. Là, vivre une aventure entrepreneuriale, c'est comme un mariage, c'est un engagement très important. On va vivre des choses joyeuses, mais pas que. Et il faut être prêt à vivre ensemble et à faire face ensemble à des défis assez importants et à gérer des niveaux élevés de stress aussi. Donc oui, pour moi c'était indispensable, mais il faut pas le chercher à tout prix. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui souhaiteraient se lancer? Ça serait plutôt de se concentrer sur soi. Est-ce que ce serait également plus de se renseigner sur tel ou tel sujet? Comment est-ce que tu vois la chose de ton côté? Alors, pour moi, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent. Tout ce qui est outils, des métiers, tout ça, ça s'apprend. C'est qu'on n'apprend pas, c'est plutôt la façon de travailler, l'engagement, les gens. Et ça, il faut l'avoir. Si on n'est pas prêt à être vraiment investi sur un projet, si on n'est pas prêt à prendre des risques importants, même au niveau personnel, quand on entreprend, on prend des risques. C'est ça le plus important. Et pour moi, le principal conseil, c'est de bien s'entourer, notamment pas forcément avec que des gens qui ont réussi, mais des gens bienveillants, qui ont des retours d'expérience intéressants et qui vont pouvoir nous conseiller au bon moment, parce que c'est ça qui change la donne quand ça va pas. Quand ça va bien, il y a aucun souci, on avance tranquillement, mais quand ça va pas, bah, c'est le fait d'être entouré qui nous permet d'avancer. Après, tout le reste, outils, ressources humaines, ça s'apprend, hein. Si on reste, si on a un esprit ouvert, curieux, qu'on est bienveillant, ça se développe petit à petit. Ok. Et toi, au début, du coup, pour te mettre un peu à ce niveau-là, tu t'es replongé dans les bouquins. Comment t'as fait? Je me suis pas plongée dans les bouquins. Je l'ai appris vraiment sur le terrain. Et en fait, je crois que j'ai pas expliqué pourquoi la finance, pourquoi ça m'a passionnée, parce que c'était pas du tout prévu. Euh, En fait, moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine lié au développement durable, soit les déchets, l'énergie, la mobilité, les sujets qui me passionnaient. Mais c'était justement en discutant avec Jean-David, mon associé, et le reste de l'équipe, et en découvrant un peu ce qu'ils essayaient de monter déjà, parce qu'ils avaient déjà commencé à travailler depuis quelques mois, que je me suis rendu compte que quand on parle de développement durable, on parle de déchets, on parle d'énergie, on parle de mobilité, mais on ne parle pas de la finance, alors que la finance, aujourd'hui, c'est un des secteurs qui pollue le plus. Notre argent sur notre compte épargne, il est en train d'avoir un impact plus négatif que si on prenait la voiture tous les jours. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que c'est obscur, parce que on n'a pas d'informations pédagogiques sur le sujet. On pense que ça n'intéresse pas les gens, mais du coup, c'est quand même un sujet sur lequel il y a vraiment des enjeux très très importants. Quand on laisse notre argent, quand on choisit notre banque, quand on choisit un livret A, quand on choisit une assurance vie, on est en train de prendre des décisions qui souvent sont en désaccord avec les valeurs et avec les changements qu'on essaie d'amener au quotidien. On peut être en train de subventionner les énergies fossiles alors qu'on est en train de mettre en place des panneaux solaires sur nos toits. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis qu'il y a un terrain de travail énorme sur la finance quand on est engagé sur le développement durable. Et c'est ça qui m'a passionnée. Ok. Et quels seraient du coup pour toi les conseils pour justement impacter au mieux la société via ce financement-là? Via ce financement-là pour les particuliers? Ouais, pour les particuliers, tout à fait. Alors pour les particuliers, ce que je pourrais conseiller, c'est déjà de se poser des questions. Où est-ce que j'ai mis mon argent et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que je sais déjà? Est-ce que j'ai accès à l'information? Aujourd'hui, il y a quasiment aucune banque en France qui est transparente sur comment, à quoi sert l'argent qui est en compte épargne.
et même quand ils disent que c'est transparent, en fait, on a juste des critères qui sont assez flous. On parle de critères de responsabilité sociale et environnementale, mais en fait, dedans, on va pouvoir mettre tout et n'importe quoi. On peut retrouver Total dans un placement considéré comme responsable au niveau environnemental et social. Donc, déjà, il faut se poser les bonnes questions. À quoi sert mon argent là où je l'ai placé? Qu'est-ce qu'il est en train de produire? Et si j'ai pas accès à la réponse, ou si la réponse n'est pas satisfaisante, il faut envisager de changer. Et c'est pas si compliqué aujourd'hui. On a des banques qui sont de plus en plus engagées. On a des outils comme Moral Score qui permettent de comparer les acteurs selon leur niveau d'engagement, selon leur niveau de transparence, les acteurs financiers, que ce soit des assurances, que ce soit des banques. On a des néobanques qui sont en train de se créer en ce moment même. Il y en a 3 qui se lancent là, qui sont complètement transparentes et engagées sur l'impact environnemental et social. En fait, si on commence à rentrer dans le sujet, finalement, c'est pas si compliqué que ça, et il y a plein d'outils qui nous permettent d'améliorer notre impact et l'impact de notre argent. Oui. Est-ce que tu penses que le crowdfunding en royalties, justement ce que vous faites, l'investissement en royalties, est-ce que c'est une des manières de se créer, on va dire, un portefeuille investisseur, ou c'est pas ce type de personne que vous cherchez? Alors c'est une des manières, mais il faut pas que ce soit la seule. Hein. Une des clés, nous on n'est pas conseiller en investissement, donc on peut pas faire des conseils, mais il y a quand même des notions de base qui relèvent du bon sens qu'on peut communiquer. Donc une des notions de base, c'est diversifier, parce que c'est en diversifiant qu'on diminue le risque. Et l'autre notion de base, c'est de ne placer de l'argent sur des produits plus ou moins risqués, ne pas placer de l'argent dont on a besoin au quotidien. On va placer que l'argent dont on n'a pas forcément besoin, l'argent un peu bonus pour plus tard. Oui, les royalties, bien sûr, avec We Do Good, on peut investir à la fois dans des entreprises de manière directe, donc on va choisir l'entreprise qui nous parle. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on commence aujourd'hui à communiquer de manière directe auprès du grand public pour des investissements, parce qu'on a lancé une nouvelle façon d'investir cette année, qui n'est plus directement dans les entreprises, mais dans des actifs de développement durable. Par exemple, je vais pouvoir investir dans un panneau solaire qui est situé à Nantes et qui est en train de produire de l'énergie. Et je sais quel est le panneau solaire, combien il produit. Donc là, ça va être vraiment un placement encore plus concret que l'entreprise, parce que je sais je sais le matériel qui a été financé. Et là, pour le coup, c'est légèrement moins risqué aussi, parce que comme c'est un actif, derrière, il n'y a pas le même risque que le risque de faillite de l'entreprise en amorçage. Donc, mais après, il faut diversifier. Et aujourd'hui, sur des plateformes de financement participatif, on a des plateformes de prêt, on a des plateformes de capital. On a dans les deux, on a des plateformes à impact. On va avoir l'ITAS pour le capital, on va avoir Soliland par exemple pour le prêt. Et on a, c'est quelque chose assez récent aussi, des acteurs du conseil en investissement qui commencent à se démocratiser aussi, parce qu'avant c'était que pour les personnes qui avaient déjà beaucoup d'argent. Aujourd'hui, sur des sites comme Mon Petit Placement ou comme Dreesy.club, on va pouvoir être accompagné en ligne sur notre démarche de placement, même si on n'a pas énormément de fonds à placer. Et toujours avec la possibilité d'avoir des filtres éthiques et écologiques sur là où on veut placer notre argent. Ça donne pas mal de contenu justement pour agir à son échelle, en fait, en étant particulier, via la potentielle épargne qu'on arrive à mettre de côté pour justement aller dans le bon sens et pas investir dans sans savoir où ça va, en fait. Oui, Donc, oui, aujourd'hui, il y a vraiment plein de solutions. C'est tout récent, hein, donc c'est normal qu'on ne soit pas tous au courant, mais aujourd'hui, on commence à avoir vraiment plein de choix. Et c'est bien, ça fait bouger aussi les acteurs historiques qui commencent à vouloir s'engager aussi de manière encore plus sérieuse. Les startups que vous accompagnez, vous, de votre côté, Mm-hmm.
c'est en termes de secteur. Du coup, tu m'as indiqué tout à l'heure qu'il y avait 3 secteurs, le social, on va dire l'environnemental et l'économique, enfin, en Mhm. termes de typologie de société. Est-ce qu'il y a un secteur qui naturellement vient vers We Do Good plus naturellement? Je n'ai pas les chiffres en tête, sachant que de toute façon, tous les projets qui passent par We Do Good ont un impact économique par défaut, parce on est que sur des projets qui sont dans des logiques de pérennisation économique, pas sur des projets éphémères. Après, on va mettre plus en avant ceux qui, en plus, ont un impact environnemental ou social. Et entre environnemental et social, en fait, on voit que ce qui marche mieux, c'est quand même l'environnemental. Parce que souvent, dès qu'on parle de social, on pense à charité, à don, et on le voit assez vite dans les intentions d'investissement et dans les investissements par la suite. On est sur des montants qui sont moins élevés. Mais c'est parce que dès qu'on parle de social, par nos biais cognitifs, on ne pense pas à placement. Et du coup, avant de finir, sur une question que j'aime bien poser à la fin de Demain est durable, sur les conseils toi que tu aurais pour permettre aux gens de se lancer à leur échelle, quels seraient pour toi les contenus, les conseils globaux que tu donnerais aux gens s'ils souhaitaient soit travailler dans des entreprises à impact, soit lancer des entreprises à impact? Toi, de ton côté, qu'est-ce que seraient tes conseils là-dessus? Mmh, je je dirais suivre Make Sense, soit leurs événements, soit juste sur les réseaux sociaux, leurs newsletters, parce que là, en fait, c'est une communauté d'entrepreneurs à impact en France, mais aussi dans le monde entier. Et là, on trouve plein d'inspiration, soit pour choisir l'entreprise dans laquelle travailler, soit pour rejoindre une entreprise en tant qu'associé, soit pour être accompagné. Si on a une idée de projet, ils ont aujourd'hui un incubateur, ils ont aujourd'hui plein d'outils d'accompagnement, même un fonds d'investissement. Et du coup, pour moi, c'est une des communautés les plus riches sur le sujet. Et l'autre outil, c'est assez marrant parce que je m'en suis rendu compte ce matin en discutant avec un de nos stagiaires, et il me disait, mais en fait, MoralScore, je l'utilisais pour choisir les entreprises dans lesquelles j'achète, pour comparer un petit peu le fournisseur d'électricité, la marque d'habillement la plus engagée. Mais en fait, pour mes recherches de stage et pour mes recherches d'emploi, je l'ai utilisé aussi parce que ça me permet de comparer les entreprises les plus engagées, et c'est ça que je veux faire. Donc, je pense que ça peut être un super outil aussi. Ok, très clair. C'est un outil que je me note, que je connaissais pas, honnêtement. Donc, très, très intéressant d'avoir cet outil-là aussi. Est-ce que toi, de ton côté, même si naturellement, ça t'est venu l'idée naturellement de travailler dans les sujets de développement durable, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Est-ce que tu as des livres, des contenus vidéo à part Make Sense que toi tu as lu récemment ou qui t'ont vraiment marqué? Alors, pour les livres, j'essaie de séparer. Pendant très longtemps, je ne l'ai pas fait. Et du coup, aujourd'hui, j'essaie vraiment de séparer la vie, le travail, de plaisir, de la vie personnelle. Et du coup, je ne lis plus que des romans. Mais par contre, il y a des médias que je suis, comme Oui Demain, Social Terre. Il y a So Good qui s'est lancé récemment. Et eux, je continue de le lire dans le train, par exemple, quand je suis en déplacement, parce que je trouve plein de gens inspirants, plein de projets inspirants. Et en fait, c'est ça qui nous fait avancer, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit, on a plein de mauvaises nouvelles et plein de choses qui nous font peur, ou qui nous montrent qu'on va pas dans le bon sens. Il faut compenser un petit peu avec des bonnes nouvelles, avec des gens inspirants, des projets inspirants, pour garder sa motivation au quotidien et pour aussi donner envie d'être source d'inspiration. Parce que nous, on peut tous l'être au quotidien. Il faut juste être dans la bonne posture. Totalement. Je te propose d'en rester là. Je voulais te remercier encore pour ton temps aujourd'hui, le Merci temps à que tu m'as toi. accordé. Si on souhaite te contacter, comment est-ce qu'on pour investir dans We Do Good ou pour
t'interviewer une nouvelle fois ou te contacter directement, comment est-ce qu'on peut le faire? Je pense que c'est pas très compliqué de me contacter. Je suis quasiment sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, sinon par mail, susanna@widgood.co. Voilà, c'est pas compliqué de me trouver. Ok, très bien. Je mettrai le lien du coup dans le commentaire. Merci beaucoup, Susanna. Ça marche. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite.